Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis de vous inviter à notre table. Je suis avec Chloé Bramy, docteur Chloé Bramy. Bienvenue Chloé. Merci Nathalie. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom si vous êtes passionné, intéressé dans ces énergies de la santé intégrative. Mais avant de vous présenter un peu plus mon invité, la question d'ouverture classique dans le podcast, Chloé, c'est: est-ce que tu pourrais, en une minute, nous guider à travers une pratique que tu t'appliques toi quand tu sens que soudain il y a tu vois, une accélération, un chaos, quelque chose qui fait que ça part dans Mm. tous les sens. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu pourrais nous proposer de faire? Oui, bien sûr, merci. C'est bien, j'ai pas trop écouté d'autres présentations comme ça. Je suis bien dans voilà, la spontanéité. Non, ce qui me vient là, vraiment, c'est quelque chose que je m'applique beaucoup parce que parfois les émotions, voilà, arrivent, ils peuvent un peu surcharger et quand je sens que ça tremble un peu, en fait, je mets mes pieds vraiment sur le sol. Donc là, on est assis, mais si vous êtes debout, ça marche très bien aussi. Et c'est vraiment, voilà, fermer les yeux et prendre un temps pour se relier à la sensation des pieds sur la terre, en fait. C'est quelque chose qui me soutient beaucoup. C'est très facile à faire. Et puis, en fait, quand vous visualisez vos pieds sur la terre, le contact, eh bien, en même temps, on peut se relier au souffle et à la respiration. Et parfois, en effet, elle peut être très hachée, très coupée, et puis parfois très fluide. Mais en tout cas, voilà, ce lien entre les pieds sur la terre, le contact à l'ici et maintenant, comme ça. Et puis, euh, et puis le souffle qui derrière vient un petit peu apaiser, en tout cas, prendre soin de l'émotion qui est là. Voilà. Et c'est très bref, ça peut durer vraiment, je sais pas, peut-être 30 secondes, une minute, mais quand on réouvre les yeux, en général, l'énergie est pas tout à fait la même. Mhm. Voilà. Merci Chloé. Merci à toi. Alors, comme la plupart des invités qui viennent ici dans Danse avec le chaos, c'est toujours compliqué de, de définir en une ou deux phrases ce que tu fais. Donc, en fait, je vais t'envoyer la balle. À la question «Qui es-tu?» Qu'est-ce que tu réponds? En fait, je crois que je sais pas très. C'est bizarre, mais j'ai envie de reprendre ton titre, hein, Danse avec le chaos. Euh, je crois que j'aime bien créer des ponts.
et venir soutenir les espaces de transformation ou de transition ou de mutation et les espaces dans lesquels en ce moment je me sens contribuer, c'est la médecine. Et, donc, je suis médecin cancérologue de formation. On dit souvent que la cancérologie est on va dire la maladie de la mutation ou de la transformation. J'ai aussi un doctorat de psychologie parce que j'ai eu envie d'étudier un petit peu l'impact de la méditation chez les étudiants et les professionnels de santé, notamment dans le développement de ce qu'on appelle les compétences émotionnelles ou les compétences empathiques. Mais comme c'est toujours difficile de résumer voilà, ce qu'on fait avec précision quand on vient toucher à des espaces un peu multiples, je crois que c'est vraiment ça, c'est accompagner la transition en santé aujourd'hui et accompagner la transition en santé soit auprès des institutions, soit auprès des professionnels de santé avec la création de l'école de santé intégrative MUMédecine. Mais voilà, c'est vraiment ça, proposer des espaces qui accompagnent. Voilà. Merci, c'est pas mal résumé, je trouve. Sinon, ce que j'aime aussi faire, c'est comment je t'ai rencontré, comment on s'est rencontré. Et ce que j'aime beaucoup décrire, c'est toutes ces synchronicités. Ça fait plus de 10 ans, en fait, que plusieurs fois, on m'a mis en contact avec toi, tes travaux. Et puis, au fur et à mesure des cycles, en fait, il y a à chaque fois quelqu'un qui me redit, ah tiens, tu devrais contacter Chloé Brami. T'inquiète, je la connais, je la suis et je vois aussi comment ce parcours, là, tu nous partages donc ce que tu as créé, cette fameuse école de santé intégrative. On a l'impression que c'est simple comme ça y est, elle sait ce qu'elle fait, mais c'est pas aussi simple que ça, en fait, d'apporter de nouveaux espaces dans un univers qui est quand même bien serré, on va dire l'univers de la santé. Mais les premières fois que j'ai entendu parler de toi, je crois que c'était il y a 10 ans, à l'époque où donc moi j'avais créé l'Institut de santé intégrative. Et c'est par le biais de l'Ayurveda, en fait, que on m'a dit, tiens, tu devrais contacter la médecin cancérologue Chloé Brami, euh, qui, je pense qu'à l'époque, tu étais aux États-Unis encore, il me semble. C'est possible. C'est possible. C'est Et possible. Moi, je ouais. me souviens bien de toi. Je me souviens bien de toi. C'était il y a 10 ans. Tu as raison. Et je crois que la première fois que je t'ai rencontrée, c'était parce que tu dois plus t'en souvenir en fait. C'était à une conférence avec mon amie qui est au LPI ou au CRI. Enfin, en tout cas, cette femme que j'avais rencontrée qui a écrit un livre. Tu vas me redire le nom du livre, Mhm. qui est asiatique. Tan, je Anne crois. Nguyen, Tan Nguyen. Et les tu avais crapauds fous. Les crapauds fous, voilà. Peut-être qu'on peut nommer ce livre Les Ouais. crapauds. Et tu avais donné une conférence très intime, dans un espace très intime. Et c'est la première fois, je crois, que je t'ai vue Mhm. physiquement. Et voilà. C'est- C'était il y a D'accord, ouais. Ben, je me rappelle très bien, si, si. Mais moi, j'avais déjà entendu te parler de toi avant. Et du coup, je m'étais dit, tiens, moi, c'était l'époque aussi où je rentrais des États-Unis où j'avais interviewé une vingtaine de pionniers en santé intégrative. Et quand on m'a dit, mais en France, il y a aussi des médecins qui s'intéressent à la santé intégrative, dont toi. Et le fait que tu étais aux États-Unis, justement, je crois que c'était pour terminer ton internat ou dans quel cadre tu y étais? Ouais, je suis partie en 2000, c'était même un peu plus, c'était en 2011. Mhm. En fait, j'avais très envie je m'intéressais à la santé intégrative, particulièrement en oncologie. En France, il n'y avait pas grand-chose à l'époque de manière concrète. Et puis j'étais D'ailleurs, interne. je te coupe, excuse-moi, mais d'où est venue cette curiosité et cette envie de t'ouvrir à la santé intégrative? En fait, c'est très bizarre. C'est pas quelque chose qui est arrivé à un moment donné. J'ai l'impression que j'ai un père médecin, une mère qui s'est intéressée à l'Ayurveda depuis que j'étais adolescente, en tout cas. Mais même avant, j'ai toujours été soignée avec la médecine occidentale et les sciences enfin, et les médecines traditionnelles. Voilà, ça fait partie de mon éducation. Hmm. Donc, j'ai jamais eu, tu vois, ce clivage en fait. T'es né Euh, dedans, en fait. Enfin, j'exagère un peu, mais t'as grandi dedans. En tout cas, j'ai grandi avec ça, Hmm. avec aussi
les tensions qu'il peut y Mm. avoir, parce que forcément aussi. Et puis évidemment, ma mère a eu un cancer pendant mes études de médecine et à ce moment-là, la, la prise en charge médicale occidentale n'était pas suffisante, Mm. clairement pour déjà pour prendre soin et puis ensuite pour aussi accompagner quand même à la guérison. Mm. Et du coup, forcément, ça m'a plus questionnée à ce moment-là. Et puis mais je voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose de l'ordre. On m'appelait la grande illuminée, tu vois, à la fac quand même, ça continue aujourd'hui, hein. Mm. Mais, mais j'avais vraiment besoin d'avoir un modèle concret. Pas forcément le modèle à reproduire en France, mais en tout cas quelque chose qui disait OK, c'est possible. Voilà. Mm. Et donc c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis et ça a été un grand voyage et vraiment je pense que ça fait partie des moments qui transforment, Ouais. voilà, qui transforment. Ouais, parce que tu as vécu concrètement cette possibilité d'alliance dans des services. Ouais, j'ai vécu concrètement cette possibilité d'alliance dans les services, mais j'ai aussi appris, et je crois que c'est ça qui reste peut-être dans les contributions, c'est-à-dire cet apprentissage par l'expérience. On m'a accueilli en me demandant pour la première fois, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mhm. Et pas, j'aimerais que tu fasses ça. Et donc, ce qu'est-ce que tu as envie de faire? Il s'est matérialisé par un, un papier de recherche qui a été ma thèse de médecine. Et puis, un temps d'apprentissage en faisant avec les patients de la méditation, du yoga, de l'acupuncture, tu vois, de la musicothérapie. En fait, Mhm. le sentir de l'intérieur, Mhm. mais en même temps en étant connecté aux autres. Et ça, je crois que ça a été assez dingue et je m'attendais pas du tout à ça en fait en y allant. Je savais Mhm. pas du tout qu'ils allaient me dire, OK, aujourd'hui, cette semaine, tu as ça, 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 ça comme activité. Mhm. Puis la deuxième semaine, enfin, tu vois. Donc, je crois que c'est, en tout cas, si la contribution de développer la santé intégrative auprès des jeunes et auprès des professionnels de santé se déploie, elle ne peut se déployer que qu'en faisant faire des expériences. Mhm. Euh, et pas que de manière théorique. Voilà. Mhm. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait partie, moi, de ce que je vois, que je ressens et que j'essaye de transmettre aussi dans mes conférences. C'est que le modèle de santé, soignant-soigné, où le soignant est au-dessus du soigné et il est prescripteur, on touche à ses limites. Parce qu'on est des humains, des humaines, en tant que soignants, et qu'on a aussi besoin d'aller visiter ce ressenti dans la relation et de passer de la relation pyramidale à une relation plus horizontale. Et je pense que c'est là où des outils comme, toi, tu passes par la méditation, mais tu as aussi d'autres outils, et je pense que on arrive à une nouvelle médecine. Je pense que tu as raison, en fait, le travail sur la posture, en fait, pour moi, enfin, il fait vraiment partie de ce changement de paradigme en santé, en fait. Et c'est pas facile parce que ça vient vraiment toucher. Déjà, on sent que ça vient toucher toutes les fondations pour, on va dire, Mm. les plus âgés. Euh, et puis même pour les plus jeunes, le changement de posture, ça vient questionner sur, OK, mais c'est quoi notre rôle, en Mm. fait, tu vois? Et je trouve que ça, c'est une vraie question parce que si on pousse un petit peu, on discutait de ça avec une collègue cancérologue avec qui on a beaucoup de réflexions sur cette santé. On se disait, au final, si le travail est bien fait, le patient devient son propre soignant, en fait. Mm. Et donc, ça vient re-questionner vraiment, c'est quoi le métier de médecin aujourd'hui? Mm. Et c'est quoi le métier plus globalement de soignant aujourd'hui? Mm. C'est hyper intéressant ouais, parce que c'est ça qui, moi, résonne, c'est que du coup, on n'a jamais concrètement travaillé ensemble, mais dans nos évolutions respectives, je sens qu'on a beaucoup de constats communs, de conclusions communes. Et là, du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelles sont les résistances que tu croises dans ce chemin, dans la création de ton école, dans... Est-ce que c'est facile? Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de soignants qui se posent des questions et qui recherchent une autre manière d'être à soi et dans la relation soignant-soigné et d'être au monde aussi finalement, parce que c'est ça. J'en parlais avec mon invité la semaine dernière.
On a des spécialités en médecine, mais on n'a pas encore la médecine de la relation. Et pourtant, je pense que ce serait vraiment... Donc, quelles sont les résistances que tu as croisées sur ton chemin, que tu croises peut-être encore? Ouais, en fait, c'est merci pour cette question parce que c'est vraiment la question qui vient me toucher en ce moment. Parce que je pense que je suis dans un moment de résistance, enfin, touchée par des résistances. En fait, j'ai envie de dire que toute la phase exploratoire, en fait, j'ai commencé très jeune à m'y intéresser. J'étais externe même, euh, concrètement. Et quand j'ai commencé mon internat, on va dire que tout de suite, j'ai eu cette étiquette. Donc, dans la phase exploratoire en tant qu'étudiante, et même après, pendant le doctorat, donc c'était finalement il y a l'année dernière, puisque j'ai soutenu l'année dernière, en fait, toute cette posture d'étudiante, elle n'a jamais posé de problème. Mm. Parce que il y avait quelque chose de l'ordre de l'expérimentation, du fait que finalement tout le monde était intéressé par ces questions, donc bah, il y avait un petit peu un soutien. Et puis là, je commence à toucher des résistances euh, parce que aujourd'hui, je n'arrive plus à faire de l'à peu près. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, je te prends un exemple, mais là, il y a beaucoup de choses en ce moment sur la prévention auprès des professionnels de santé. Mm. Pour moi, la prévention auprès des professionnels de santé, c'est de la santé intégrative, en fait. Ouais. Euh, et les personnes qui commencent à s'y intéresser veulent faire parfois un séminaire d'1 heure sur le sujet et puis se Mm. dire bon, bah ça y est, le job, il est fait. On a fait notre... voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une posture où, bah non, je vais leur dire que, en fait, il va falloir se poser, qu'il va falloir prendre le temps, qu'il va falloir peut-être proposer peut-être un budget qui va être plus grand, mais en fait, avec une vraie transformation, etc. Et donc, je sens bien que le fait de ne plus faire de vrais compromis, tu vois, dans cet Ouais. accompagnement, commence à créer des résistances, mais c'est le prix de la liberté, on va dire, entre guillemets. Et peut-être la deuxième résistance que je rencontre aujourd'hui, qui était un peu masquée ou voilée par la posture d'étudiante, c'est la posture de femme. Mm. Je crois que c'est important que je le pose parce que c'est un peu comme si la posture de femme ne pouvait pas être comment dire, la bonne parole, enfin Mm. la voie qu'il faut suivre pour cette transformation. Voilà. C'est comme si c'était dit avec des mots autrement, peut-être plus stratégique, tu vois. Je vais faire exprès de te titiller à cet endroit-là. En gros, si tu étais un homme, tu penses que ça aurait été plus facile. Ouais, vraiment. En tout cas, je sais pas si ça aurait été plus facile parce que moi, je me sens très juste dans ma posture. Mm. Donc, en fait, j'ai pas du tout envie de changer tu vois, de manière ou de tonalité. Je Mm. dis juste que quand il s'agit de, je vais donner des exemples concrets. En ce moment, on va toucher des institutions de soins pour amener voilà, à une transformation plus institutionnelle. Eh bien, je vois bien que dans les présentations, le fait d'être une femme plutôt grande, sensible, eh Jeune bien, aussi. jeune aussi, parce que enfin, je fais plus jeune que mon âge, mais voilà, le temps passe quand même pour tout le monde. Mm. Eh ben, je vois bien qu'en fait, derrière, ça crée des résistances, alors que si un confrère qui a une autre, enfin, le même âge, le même background, le même Mm. truc, mais peut-être une manière de parler un peu différente présente, eh bien, ce sera plus fluide. Mm. Ça m'est arrivé dans mon parcours, on m'a pris des projets, on m'a aussi un peu pris enfin, il y a eu des choses au niveau de la recherche qui n'ont pas été valorisées au niveau. Enfin, en tout cas, en tant que femme, il y a vraiment ce truc qu'on va tolérer. Et moi, j'ai toléré Mm. des, des résistances, en fait, qui Mm. n'avaient pas lieu d'être. Voilà. Donc, je le dis parce que je pense que je ne suis pas du tout la seule. Euh, et je sens que dans l'accompagnement de ces projets, il y a vraiment quelque chose qui vient parler en disant bah non, en fait, c'est pas la voie du combat, c'est vraiment une voie de la réconciliation. Et, Mm. et ça, je peux pas transformer ça, tu vois. Je Ouais. sens que si je viens faire une voie du combat, bah, ce sera pas juste du tout par rapport aux intentions.
Ouais. Merci de poser ça là. Ça me touche parce que du coup, bah, moi aussi, je l'ai observé hein, sur mon parcours. Plusieurs fois, je me suis dit, si j'étais un homme, et de préférence un homme blanc, beaucoup de mes messages auraient été utilisés et on aurait pu aller plus vite. Et ça me rappelle que je pense qu'on travaille aussi des mémoires. Une femme qui porte un espace d'ouverture et de réconciliation, dans le passé, c'était pas bien vu. Donc, je pense que ça amplifie encore plus les résistances dans ce qu'on traverse. Mais en même temps, si on ressent l'envie et si cette énergie de la réconciliation nous porte, c'est peut-être parce qu'elle a plus que jamais besoin de s'incarner dans la matière. Et une autre chose aussi qui m'a fait résonner par rapport à ton partage de ces deux grandes résistances, évidemment, il y en a, je pense, d'autres, mais c'est les deux premières qui te sont venues et je les vois aussi. Donc moi, j'interviens aussi pas mal dans le milieu de la transition écologique. Et pour moi, la première résistance, c'est un peu l'équivalent du greenwashing. Tu fais un séminaire sur la sensibilisation écologique qui dure, allez, 2, 3 jours, et après ça y est, t'es un expert de la RSE et tu penses que tu vas tout changer. Seulement, quand on est dans ces sujets de reconnexion au vivant, c'est une autre temporalité. Et j'ai envie de dire, on est des étudiants chroniques. Nous, ça fait 10, 20 ans qu'on s'intéresse à la santé intégrative et pour moi, ça continue à cheminer, ça continue à évoluer et c'est pas tac en une formation d'une journée que tu peux apprendre théoriquement. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça au début de l'interview, mais aujourd'hui, toi, comment tu définirais la santé intégrative? Ouais, je te remercie parce que j'ai essayé de poser un peu, il n'y a pas très longtemps, des mots sur cette définition. Donc j'ai écrit quelques mots, je m'en souviens pas là de manière par cœur, mais en tout cas, ce que j'ai posé, c'est vraiment cette vision de la médecine qui prend soin du vivant, donc des individus, euh, mais aussi de la planète, avec la médecine occidentale et d'autres outils, mais que pour moi, l'intérêt, c'est pas forcément l'outil qu'on va utiliser ou les outils qu'on va utiliser. Par contre, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de pouvoir nommer en fait ce qu'on utilise, nommer la méthodologie, on va dire, ou les outils de soins, parce que parfois, c'est un peu ça qui va créer des résistances ou qui va créer si on va un petit peu plus loin, les problématiques de dérives sectaires, etc., qui sont là, c'est pas tant de pas, c'est pas tant tel ou tel outil, c'est pas tant de faire du Reiki ou d'autres thérapies énergétiques, c'est de ne pas le dire et du coup de ne pas avoir de transparence sur les, les thérapeutes Hmm. et les méthodes. Voilà. Donc c'est vraiment ça et cette vision de transparence, d'éthique et de prendre soin du vivant, de l'humain et de la planète de manière reliée. Euh, voilà, ça me paraît être important. Ouais. Hmm. Merci pour ta définition. Moi, souvent, donc, ça fait plus de 10 ans qu'on me pose la question, hein, donc j'ai différents types de réponses en fonction de mes interlocuteurs. La définition la plus standard, on va dire, c'est comment allier le meilleur de la médecine occidentale avec le meilleur de la sagesse ancestrale. Mais après, moi, au fur et à mesure, en étant finalement moi-même le sujet euh, d'observation, d'expérimentation, comme tu l'as très bien dit, c'est vivre une expérience, je pense, la santé intégrative. Et c'est une expérience qui commence dès que tu poses le mot, et après, pour moi, ça dure toute la vie, en fait. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que à travers cette vision intégrative, au-delà de la santé, c'est comment est-ce que je me connecte à toutes les parties de moi, aux autres, d'où cette médecine de la relation, et à la planète et comment j'en prends soin. Et puis c'est là aussi que finalement, en me posant un petit peu dans la symbolique de l'Ayurveda, par exemple, avec les 5 éléments, comment est-ce que j'intègre ces 5 éléments en moi, ces 5 énergies, ces 5 forces, et comment est-ce que ces 5 forces vont me permettre de connecter avec l'extérieur. Et donc il y a aussi cette histoire de réconciliation intérieure quelque part, qui va permettre d'ouvrir un champ de réconciliation à l'extérieur. Donc, tu vois, en écoutant ta définition et en te partageant la mienne, je me dis que ça pourrait même faire l'objet
d'un recueil, en fait. On pourrait demander à d'autres médecins et soignants qui sont Oui, dans cette démarche. ça, je pense que ce serait super parce que je vois que en fait, les définitions sont très différentes Mm. et en même temps très reliées et que souvent, il y a un petit peu de tension sur... Enfin, en tout cas, permettre à chacun de pouvoir poser sa définition, c'est beau. En fait, ça peut aussi donner corps à une redéfinition, j'ai envie de dire, et pas uniquement la définition traditionnelle de dire, voilà, Mm. c'est la médecine occidentale et les médecines complémentaires. C'est souvent ça Ouais, qu'on entend, mais en fait, qui est très limitante. exactement, ouais. Et ça nous permettrait de montrer qu'il y a une définition plurielle, que chacun a son vécu, ses expériences, mais que du coup, on essaie de faire comment réunir, nous réunir dans la diversité. C'est un peu ça qui manque comme espace dans nos vies en ce moment, au-delà de la santé, je trouve. Voilà, tu vois, on a du travail. Et justement, ça me permet de rebondir sur une autre question. Euh, Parfois, sur ce chemin, on peut avoir la sensation d'être un peu seul. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Et en même temps, dès que tu tombes sur un soignant, un médecin qui a cette ouverture, t'as pas l'impression ces dernières années qu'on est de plus en plus nombreux? Ouais, je te remercie. Si, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. En tout cas, c'est sûr que ces dernières années, enfin, c'est sûr que c'est un espèce de... En fait, en tout cas, en cancérologie, pendant longtemps, il y avait beaucoup de données qui disaient les patients s'y intéressent. Mm. Et c'était un petit peu, en plus des très gros chiffres, hein, je sais pas, il y avait 70 ou 80% des patients qui utilisaient d'autres méthodes de soins. Et puis, en fait, là, c'est évident que ces dernières années, je ne sais pas les chiffres des professionnels de santé qui soit pratiquent une thérapie complémentaire, hypnose, méditation, Mm. acupuncture, voilà, soit qui l'utilisent pour eux-mêmes, soit qui sont eux-mêmes en transformation de se questionner sur comment exercer mon métier. Mais c'est évident que les chiffres sont importants. Après, c'est comme toujours, moi, je suis biaisée parce que je vais attirer des gens Eh qui, oui. tu vois, vont être intéressés, toi aussi Mm. probablement. Si on prend ça plus largement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Par contre, je dirais pas que ça réduit le sentiment de se sentir seul parce que, euh, en fait, je trouve que c'est pas évident de passer, en tout cas moi, j'y suis pas encore, de passer de la certitude qu'il y a une autre manière de soigner qui est Mm. en train de se mettre en place, à la mise en application. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à comment dans notre quotidien de médecin ou de soignant, ça se met en place. Voilà. Mm. Euh, et donc, on va dire que ce sentiment un peu de se sentir seul dans le soin, euh, je ne sais pas s'il est complètement, tu vois, enfin, en tout cas, pour moi, il peut encore être là Mm. dans la pratique, je veux dire. Voilà, dans la pratique. Mm. D'ailleurs, en parlant de pratique, comment tu gères tes différentes casquettes? On n'a pas dit que tu étais en plus maman de deux enfants, que tu es en couple, que, enfin, voilà, comment est-ce que tu gères toutes ces facettes-là? Tu as aussi une pratique en clinique, c'est ça? Ouais, je suis encore à la clinique. Euh, Bah, je sais pas, je pense que ça vient me questionner en ce moment. Tu sais, c'est l'approche de la quarantaine qui Mm. vient re-questionner tout ça. Euh, non, en fait, je pense que pendant toute la première partie de ma vie, c'était quelque chose qui était tellement... Enfin, je me sens tellement habitée, en fait, par Mm. cette question que, tu vois, ça s'est fait comme ça devait se faire. Et là, en effet, en ce moment, je touche une limite de besoin de cohérence, en fait, vraiment.
tu vois. Donc c'est vrai que la clinique, par exemple, même si c'est un espace qui me permet de rester dans la matière de la réalité d'aujourd'hui, ça Ouais. devient difficile. Ça devient difficile parce que clairement, je suis beaucoup dans la technicité, Mm. ce qui est bien, mais je pense qu'on peut être dans la technicité et dans une offre de soins globale, tu Mm. vois. Et cette offre de soins, bah non, en fait, c'est pas, en tout cas, le lieu où je suis, c'est pas encore là que ça se fera. Ouais. Donc ouais, ça vient me toucher. Ça vient me toucher et je sens que les décisions à venir vont du coup aller vers des lieux de santé qui sont OK pour cette transition, en fait. Voilà. Mm. Voilà, qui sont OK pour cette transition. Ça me rappelle quand tu nous partageais tes premières expériences aux États-Unis dans les services de médecine intégrative. En fait, c'est peut-être ça que tu as envie d'emmener aujourd'hui en France. Bah, en tout cas, je crois profondément qu'on peut pas. Enfin, aujourd'hui, il y a une vraie problématique de perte de sens. Mm. On parle de burn-out, mais on parle aussi de perte de sens, en fait, et de fuite de la profession. D'accord? Je pense qu'on ne peut pas tous. Là, moi, j'habite dans un petit village dans lequel il y a un super cabinet de santé intégrative de médecine générale. Mais on ne peut pas tous créer des lieux de soins, on va dire, nouveaux. Bien sûr, c'est important de se dire, OK, la médecine de ville, elle va reprendre une place. Et Mm. là, on va créer des cabinets un petit peu plus holistiques, complets, etc. Ça, c'est super. Mais on a aussi besoin de structures institutionnelles Ouais. aujourd'hui. Et ces structures institutionnelles, en fait, on ne peut pas les enlever complètement du champ. On a besoin parfois d'avoir des services de réanimation, on Mm. a besoin d'avoir des services d'urgence. En fait, on a besoin de tout ça. Mais dans chaque espace institutionnel, je pense qu'on peut déployer une autre organisation, Mm. un autre regard, Où on remettre, remet l'humain. voilà, remettre au cœur le temps, en fait, Mm. l'écoute. Et en fait, je pense pas que ce soit une question de rentabilité parce que je pense que si un, un directeur de structure aujourd'hui me disait, OK, Chloé, on y va, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Eh bien, je pense qu'en fait, il gagnerait en Ouais. efficacité et en business. C'est juste que ça va demander peut-être un peu plus de temps, tu vois. Mm. Donc Donc, voilà, on lance un appel aux directeurs et directrices je lance un appel. d'institutions de santé, Je les lance un plus appel. courageux, les plus pionniers. C'est possible. Je lance un appel, je pense que c'est possible. Et en tout cas, tu me demandais comment je faisais. Je pense que ça a été voilà, une période qui m'a habitée. Je pense que la thématique m'habite toujours et m'habitera, je pense, jusqu'à la fin de ma vie parce que ça, c'est comme ça. Mais, euh, mais j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'unicité et de cohérence, donc moins de petites choses, tu vois. Oui. Voilà. Les petites choses où on dit qu'on a coché les cases, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Ça me parle. Soit on y va vraiment, on met les mains dans la terre, on y va tous ensemble. Soit si c'est juste pour faire un week-end de permaculture et ensuite reprendre. Mm. Et je sens que c'est un truc un peu de saturation qui. Enfin, c'est pas de saturation d'ailleurs, en fait, c'est juste en fait, d'évidence. Enfin, il y a un Mm. moment, tu vois, tu peux. En fait, c'est parce que sinon, on reste dans une spirale de réparation, tu vois. Ouais. Et moi, j'en peux plus de cette spirale de réparation où, en fait, tu dis, bon, bah là, il y a un petit peu de méditation, là, il y a un petit peu de truc, donc Mm. c'est bien. Mais en fait, c'est pas ça, c'est faisons un pilote, montrons que c'est possible. Mm. euh, et en fait, après, c'est banco pour tout le monde et tout le monde va. Enfin, tout le monde va y gagner, en fait. Donc, Mm. Yes. Je suis à 200% avec toi et je, on peut poser l'intention, là, au moment où on enregistre, c'est la fin de l'année, on peut poser l'intention que la prochaine année, l'année à venir et les années à venir, il y aura plus de conscience justement de ce côté essentiel en fait de la santé. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas malade, hein. Mais pour moi, c'est le pilier numéro un finalement du vivant. C'est c'est sa santé et du coup, par ricochet, c'est la santé des autres aussi, de tout le monde, du collectif et de la Terre.
C'est là où l'écologie, pour moi, fait partie intégrante de la santé intégrative. Mm. Et je pense qu'il y a tellement un collectif, en fait, qui peut se mobiliser sur ça, tu vois, sur ces questions. Euh, voilà, enfin, je réfléchis en même temps, mais je me dis, il y a peut-être il va peut-être y avoir des appels à projets, tu vois, ou des choses comme Mm. ça, mais je pense que les structures devraient vraiment lancer, en effet, des appels à projets parce que ça touche En fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette dimension de santé intégrative, c'est que ça vient pas toucher que les professionnels de santé ou que les patients, en fait. Ça touche une société, Mais tu vois. exactement, et c'est ça qui est fou, moi, dans les milieux de la transition écologique que je fréquente depuis 10 ans. Il y a des experts dans la finance, dans l'agriculture, dans tous les domaines, sauf la santé. Et là, je me dis, waouh, il y a un truc quand même. Euh, c'est drôle que la santé, c'est entre guillemets le mauvais élève, ou je sais pas. On se dit, ça appartient au milieu médical, on n'y touche pas, alors que ça touche tout le monde. Mm. Comme on disait, il y a du boulot. Et je suis en train de regarder le temps qui passe. Et on pourrait continuer cette conversation. Ça pourrait faire un deuxième épisode même. Mais je voulais terminer quand même par cette belle école que tu as lancée. Donc, tu l'as lancée quand? Mu. Écoute, je crois que je l'ai lancé en avril 2023. Donc c'est quand Mhm. même tout récent en fait, hein. Ouais, je l'ai lancé en mars-avril 2023. Tu l'as dit en fait au début, c'est pas forcément quelque chose qui est récent dans l'intention, dans le concept, etc., hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans les 20 dernières années, dans les expériences des 20 dernières années. Aujourd'hui, j'ai appelé ça une école parce que j'aime beaucoup, déjà parce que j'aime beaucoup l'école. C'est Mhm. quelque chose qui résonne pour moi. Voilà, j'ai un rapport au lieu d'apprentissage qui me fait vibrer. Donc voilà, c'était cohérent pour moi de nommer ça une école. Après, ce que c'est aujourd'hui, pour l'instant, c'est un lieu de formation, donc c'est un organisme de formation. Aujourd'hui, on n'a pas encore de lieu, en tout cas euh, fixe. On va probablement quand même aller en résidence dans un lieu pour 2024, parce que j'avais quand même envie qu'il y ait, tu vois, une possibilité de rencontrer les gens, en fait, Mhm. physiquement et pas que à distance. Donc voilà Pour ce ça, que c'est aujourd'hui. je vous invite à suivre le compte Instagram de Mu parce que du coup, moi, j'ai suivi un petit peu les différents lieux que tu visites pour vraiment sentir l'énergie des lieux et préparer ces résidences. Et rien que ça, c'est un voyage. Donc, Voilà. Rien que ça, c'est vrai, rien que ça, c'est un voyage. Et après, la manière dont ça va évoluer, en fait, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que 2024 va être importante. mhm. Euh, je ne sais pas si ce sera. Là, on a parlé des institutions de santé. En fait, il est possible que ça vienne se matérialiser dans un lieu de santé, comme dans une université, comme un lieu à part complètement innovant. Voilà, je ne sais pas du tout encore. Je me laisse complètement porter. Mais ce qui est sûr, c'est que la première grande formation, c'est une formation qui est sur 9 mois en santé intégrative et écologie du soin. Et elle a été conçue avec 3 axes, en fait, on en a parlé tout à l'heure, mais un, la posture. Mhm. Donc, vraiment travailler sur la posture. 2, travailler sur l'apprentissage des thérapies complémentaires, mais plutôt comme ouvrir à un dialogue. Mhm. Tu vois, on va pas rentrer dans les détails trop. C'est vraiment ouvrir un dialogue. Et la quatrième et la troisième partie sur les relations, en fait, tu parlais de la médecine de la relation au vivant et aux uns et aux autres avec l'intelligence collective et et le travail sur les lieux. Ouais. Voilà, un petit peu comment elle a été conçue. Et aujourd'hui, on a un groupe d'une vingtaine de participants pour la première année. Et l'enseignement est encadré par une recherche Mhm. euh, pour un petit peu quand même voir, on va dire, pourquoi ces participants sont là, quelles ont été on va dire, l'expérience en fait, revenir à Mhm. cette expérience. Et puis voilà, donc c'est une aventure qui est au début. Moi, je suis assez curieuse. Je me mets pas trop la pression, j'avoue, c'est assez organique. Donc, ce qui peut être un peu déstabilisant aussi, parce qu'on me dit c'est quoi? Et je dis, mais pour l'instant, c'est ça.
Ça évolue, ça évoluera, j'en suis sûre. Hmm. Probablement que d'autres personnes viendront vraiment contribuer au projet. Mais aujourd'hui, en tout cas, avoir pu en quelques mois monter cette formation avec, voilà, il y a plein de formateurs qui sont super Hmm. et c'est déjà pas mal. Voilà. Yes, bah déjà bravo, parce que je connais un petit peu les coulisses de toute la partie administrative de ce genre de projet et ça demande énormément de patience. Ça demande de jongler avec son cerveau droit, son cerveau gauche. Donc, et puis voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, peut-être même de vous lancer dans l'aventure, je vais mettre tous les liens de Chloé et de Mu Médecine en dessous de l'enregistrement. Donc vous pourrez continuer à suivre l'aventure. Pour terminer, Chloé, euh, quel serait ton rêve pour les années à venir? Euh, Non, je souris parce que c'est ça qui m'apparaît. J'ai fait réviser l'histoire à ma grande fille la semaine dernière et le cours était sur la Renaissance. Et donc, on a abordé le courant humaniste, donc de ces penseurs avec voilà l'intérêt de l'art, de la science et du vivant, en fait. C'était ça déjà, 16e siècle. Euh, et je crois que mon rêve, enfin, en tout cas, c'est ça, c'est de pouvoir contribuer à cette évolution, de réintégrer l'art, la science et le vivant, voilà, dans nos systèmes de santé. Euh, et, et ça, voilà, c'est déjà, c'est juste de pouvoir contribuer à ça. Après, si je dois donner quelque chose de plus concret, euh, bah, c'est ce lieu, parfois je le visualise, Mhm. tu vois. Voilà, je me dis qu'à un moment, il arrivera. Et puis ensuite, si je dois donner quelque chose de plus large, euh, mais probablement que je le verrai pas, parce que probablement que je serai pas là, sur Terre, à ce moment-là. Mais ouais, je souhaite vraiment qu'il y ait une réconciliation des êtres avec eux-mêmes et avec voilà, la Terre qui leur est offerte. C'est très grand, c'est très large, c'est peut-être très utopiste, mais en fait, une amie, il n'y a pas longtemps, m'a dit, qui est confrontée un peu aux mêmes problématiques en ce moment, elle m'a dit, mais moi, si on m'enlève mon utopie, en fait, on m'enlève tout. Mhm. J'ai trouvé ça hyper fort. Et voilà, donc moi, si on m'enlève mon utopie ou ma rêverie ou cette vision de cette réconciliation, en fait, tu vois, je sais pas comment Mhm. être, en fait, aujourd'hui. Donc, Mhm. euh, donc voilà, cultiver cette réconciliation. Merci de partager ce rêve, de nous partager ce rêve, parce que je pense que parmi les personnes qui nous entendent, on est nombreux à partager le même. Donc, de la même manière que si on le retirait, ça n'a plus de sens, ben, peut-être réunissons-nous entre rêveurs, doux rêveurs, grands illuminés, comme tu disais au début. Peut-être que c'est cette nouvelle réalité aussi qui, plus on ose poser ces rêves-là dans la matière, plus peut-être qu'on contribue à la manifestation de ce rêve. Mm. Merci. Merci à toi, Nathalie. Merci Chloé. Ben, je te souhaite le meilleur dans ces rêves que je partage en partie, donc ça fait sens. Et puis, ben, on reste connectés. À bientôt, merci. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.